La première des choses, c'est remercier d'abord le président qui vient de m'introduire. Et la deuxième des choses, c'est vous remercier, vous tous ici présents. Je commencerai par vous saluer, donc avant de commencer mon propos. Alors, distingués invités à vos grades, qualités et fonctions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en notre qualité de formateur en droit OHADA, c'est-à-dire le droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, et à celle des juristes doctrinaires, c'est-à-dire professeurs, praticiens du droit international et national, c'est-à-dire avocats, il nous apparaît judicieux de retenir la thématique sous examen suivant. L'espace des droits des affaires OHADA, une opportunité de partenariat durable Afrique-Canada. C'est un choix non arbitraire, car justifié en quelque sorte par le double fait que son auteur bénéficie d'une certaine latitude ouverte en regard de sa réflexion et aussi aux préoccupations actuelles de l'espace de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Dans cette perspective, nous voudrions en 2 volets et en 20 minutes faire une présentation et une analyse succincte. Premièrement, de l'uniformisation globale du droit des affaires de l'OHADA, à savoir son cadre institutionnel et processuel et son cadre juridique matériel. Deuxièmement, de l'espace du droit des affaires OHADA en une opportunité de partenariat durable Afrique-Canada, à savoir les défis à relever de l'espace OHADA et l'opportunité du partenariat durable Afrique-Canada. Et naturellement, cette présentation sera close par une conclusion. L'uniformisation globale en droit des affaires OHADA. Rappelons que, dans les soucis d'être liés entre eux, les États africains subsahariens ont privilégié les techniques de convention et des lois modèles ou des actes uniformes, avec la liberté de choisir entre les techniques de mise en œuvre de l'uniformisation ou de l'harmonisation. Notons que l'harmonisation au sens strict ou la coordination est l'opération qui consiste à rapprocher les règles des droits d'origine différentes pour les mettre en cohésion entre elles, en réduisant ou en supprimant leurs différences et leurs contradictions, de manière à atteindre des résultats de réglementation uniques, identiques à tout point pour tous les États membres, où elle consiste à supprimer les décalages entre les lois nationales pour leur substituer une législation unique, rédigée en des termes identiques pour tous les États concernés, dans laquelle il n'y a pas de place en principe pour des différences. Ainsi, il en résulte que la réalité intégrationnelle juridique africaine subsaharienne est marquée à ce jour par la logique de l'harmonisation des lois en vue de coordonner les droits économiques et les droits sociaux, ou soit par celle de l'harmonisation des lois en vue d'uniformiser le droit des affaires. Ainsi donc, le système de l'uniformisation globale du droit des affaires de l'OHADA prévoit, d'une part, les cadres institutionnels et processuels, et d'autre part, les cadres juridiques matériels. Relevons que ce fut le 17 octobre 1993, à Port-Louis, en île Maurice, qui eut lieu la signature du traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique de droit des affaires, traité de l'OHADA ou traité de Port-Louis, par 14 États fondateurs, membres de la zone franc. Et son entrée en vigueur intervint le 18 septembre 1995. Au 31 décembre
2004, 17 États africains subsahariens l'avaient ratifié, à savoir la République du Bénin, la République du Burkina Faso, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo depuis 2004, la République fédérale islamique des Comores, la République du Gabon, la République de Guinée-Bissau en 1995 et 1996, la République de Guinée-Conakry en 2000, la République de Guinée équatoriale, la République du Mali, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad et la République du Togo. Il fut révisé à Québec, ici le 17 octobre 2008. Les cadres institutionnels et processuels. Les cadres institutionnels et processuels prévoient les institutions de l'OHADA et les sources du droit uniforme ou droit communautaire, à savoir les instances d'impulsion, dont les conseils des ministres, l'organe délibérant composé des ministres de la Justice et ceux de Finances, les secrétariats permanents, l'organe exécutif et l'école régionale supérieure de la magistrature. Quant aux sources du droit uniforme de l'OHADA, elles comprennent la nature de l'acte uniforme, son entrée en vigueur et son efficacité, l'essor des lois nationales, les règlements des litiges et les voies d'exécution, à savoir l'action judiciaire, c'est-à-dire la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'instance juridictionnelle suprême et consultative, et l'action extra-juridictionnelle, c'est-à-dire la Cour commune de justice et d'arbitrage est une instance d'appui à l'arbitrage. Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, la consacration des formules classiques en matière de voies d'exécution, notamment les saisies des biens meubles et valeurs mobilières, les saisies immobilières, et la distribution du prix en répartition consensuelle ou judiciaire, et la simplification des recouvrements des créances. Les cadres juridiques matériels. Quant au cadre juridique matériel, il comprend les droits commerciaux, notamment les droits commerciaux généraux, l'acte uniforme sur les droits commerciaux généraux et l'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif. Le droit des sociétés commerciales et des groupes d'intérêt économique, avec le droit commun des sociétés, les droits spéciaux des sociétés, à savoir les sociétés à nom collectif, les sociétés commandites simples, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés en non immatriculées, les sociétés en participation et les sociétés de fait. Les droits de sûreté et du crédit, notamment les sûretés personnelles, le cautionnement, la lettre de garantie et la lettre de contre-garantie. Les sûretés réelles, les sûretés réelles mobilières, les sûretés réelles immobilières, le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges généraux et spéciaux. Les hypothèques, vous avez les hypothèques conventionnelles, légales et judiciaires, et la distribution et la classification des sûretés, c'est-à-dire l'ordre de distribution en cas de réalisation d'un immeuble, d'un meuble ou les droits comptables. En somme, le Conseil des ministres a adopté de 1997 en 2012 9 actes uniformes, totalisant plus de 2400 articles, ce qui constitue une véritable machine d'uniformisation du droit des affaires dans l'espace OHADA.
D'abord, il s'agit des 3 actes uniformes adoptés à Cotonou le 17 avril 1997. L'acte uniforme portant droit de commerce général, modifié le 15 décembre 2010. L'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et des groupes d'intérêt économique. Et l'acte uniforme portant de sûreté, modifié le 15 décembre 2010. Ensuite, il s'agit des 2 actes uniformes adoptés à Libreville le 10 avril 1998. L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Il s'agit aussi de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou. De l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, adopté le 24 mars 2000 à Yaoundé, ainsi que l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route dans la même ville de Yaoundé, donc le 22 mars 2003. Enfin, il s'agit de l'acte uniforme relatif au droit des coopératives, adopté le 14 décembre 2010 à Lomé, au Togo. Notons que le 15 décembre 2010 à Lomé, l'acte uniforme portant droit commercial général et l'acte uniforme portant sur les sûretés ont été modifiés. Et le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce fut le tour de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupes d'intérêt économique et les règlements de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'être adoptés. Point C. L'espace OADA, une opportunité du partenariat durable Afrique-Canada. Selon certaines analyses, l'Afrique représenterait un terrain prêt à accueillir les mouvements terroristes et à en devenir un important foyer d'alimentation à cause de la pauvreté généralisée et profonde, attribuable aux effets dévastateurs des générations de programmes d'ajustement structurel PASS. Par exemple, de 1981 à 1998, 162 PASS, c'est-à-dire programmes d'ajustement structurel, ont été mis en œuvre dans 35 États africains par les tandems Fonds monétaire international et Banque mondiale. Durant la même période, seulement 126 PASS ont été appliqués dans le reste du monde. Or, en début de PASS, le part de l'Afrique dans le commerce mondial des marchandises est passé de 7,5% en 1948 à 2% en 1998. Ainsi, sous la pression et la menace imminente du terrorisme international, compte tenu aussi de l'urgence de contenir sa vague, d'un lien probable de causalité entre la pauvreté, la marginalisation socio-économique de l'Afrique, héritage de la colonisation et de la guerre froide, et l'attrait des activités terroristes, le pays industrialisé le plus riche semble disposé à afficher un discours axé sur les suites à donner à leur engagement pris lors du sommet des millénaires en 2000 à New York, en Amérique. Engagement qui consiste à veiller à ce que la mondialisation procure des avantages à tous les citoyens, spécialement à ceux des pays pauvres, en renforçant la croissance économique de l'Afrique. Les défis à relever dans l'espace OADA. Dans l'immédiat, les défis à relever par l'Afrique subsaharienne en général
et l'espace OHADA en particulier, consiste à mobiliser des ressources financières nécessaires et des partenaires fiables dans les meilleures conditions possibles en vue d'accumuler des capitaux frais, 64 milliards de dollars par année selon le NEPAD, afin de permettre de mettre le pays africain précité sur les rails de la croissance. Il faudra rapidement mettre en branle des projets visant les ressources humaines, santé, éducation, accès durable à un approvisionnement en eau potable, les institutions, renforcer la capacité à gouverner et mettre au point des politiques à long terme la diversification structurelle industrielle, c'est-à-dire la compétitivité, la salubrité de l'environnement, le développement des infrastructures, l'installation des télécommunications nationales, régionales et continentales, la distribution des ressources d'énergie et les services publics régionaux. La réalisation de ces projets pourrait augmenter la capacité des pays africains à être concurrentiels sur le marché mondial et à générer les meilleures perspectives pour une prospérité économique et une réduction de la pauvreté en Afrique. Par exemple, une prise de 1% des parts d'exportation sur le commerce mondial rapporterait 70 milliards de dollars américains par année à l'Afrique subsaharienne. Une opportunité de partenariat durable Afrique-Canada. À l'heure actuelle, l'Afrique subsaharienne offre de grandes occasions d'investissement. Elle fournit également des perspectives de partenariat créatif entre les secteurs publics, privés, humanitaires dans plusieurs domaines, entre autres ceux des minéraux, des industries agricoles, des technologies de l'information et des communications, fondées sur l'interaction entre les ordinateurs, les télécommunications et les médias classiques, du tourisme, des transports, de la culture, du développement des ressources humaines, et c'est en vue d'accélérer l'intégration nationale, régionale et continentale. Dans cette perspective, la perception de l'Afrique subsaharienne par les investisseurs comme étant un continent à haut risque du fait de l'insécurité des droits de propriété et des insuffisances des réglementations et des marchés devrait être dépassée. En effet, primo, les gouvernements irresponsables et sans initiative de développement économique étaient des produits de passe, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel. Tout était fait pour eux, il suffisait qu'il y ait d'exécuter. Secondo, les partenariats durables, fondés sur la responsabilité conjointe et l'intérêt mutuel, sera conduit par des gouvernements démocratiquement élus pour des mandats précis dans leur mission et dans le temps, et décidés à participer activement à l'économie et à la vie politique mondiale. En conclusion, en somme, au regard de ce qui précède, pour les droits des affaires OHADA, l'objectif est d'uniformiser tous les droits des affaires au nord, à l'ouest, au centre, au sud et à l'est de l'Afrique. De promouvoir l'arbitrage comme un mode de règlement des différends contractuels, d'améliorer le climat d'investissement et de soutenir l'intégration économique africaine à vue d'accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine. Et c'est en respectant des caractéristiques essentielles des droits communautaires, à savoir l'application directe et obligatoire des normes communautaires ou le principe de l'applicabilité immédiate et la primauté des normes communautaires sur les dispositions nationales antérieures ou postérieures ou le principe de l'effet direct. Et pour le partenariat durable, à la circonstance le partenariat Afrique-Canada, qui constitue
la tradition réelle de la stratégie du développement durable. L'objectif est d'offrir à la fois aux pays africains subsahariens, aux pays industrialisés, aux organisations internationales, financières et autres, aux investisseurs, aux organisations humanitaires, une occasion en or de favoriser une croissance accélérée et un développement durable afin de stopper la marginalisation de l'Afrique dans le processus de mondialisation économique et d'éradiquer sa pauvreté généralisée et profonde. J'ai dit, je vous remercie. Je remercie le professeur Pascal Moukonde d'avoir respecté les temps impartis. Alors, j'ai peut-être pas souligné le professeur Moukonde, docteur en droit, un ancien de l'Université de Montréal, actuellement professeur à l'Université pédagogique nationale au Congo, et il intervient aussi comme professeur invité dans plusieurs universités africaines et en Europe. Alors, vous aurez 30 minutes pour pouvoir échanger avec les conférenciers, donc poser toutes les questions que vous pouvez poser.